سلسلة لقاء مع الموجه. Chers collègues et amis, chers étudiants, je suis particulièrement honoré parce qu'on m'a confié la modération de cette rencontre. Et en votre nom à tous et à titre personnel, un grand merci à Patrick Koletsa qui a accepté de bien venir partager avec nous sa passion pour les peuples autochtones, pour ne pas dire indigènes, parce qu'il ne faut surtout pas le dire. Et donc, et naturellement, pour rendre à César ce qui appartient à César, il faut remercier notre ami et collègue Wafait Keka qui avait lancé cet événement. Je n'en suis guère plus qu'un modeste modérateur. Et naturellement, à tous seigneurs tout honneur, je donne d'abord la parole à notre vice-président. Vice-président, dire ce serait une bonne chose. Notre vice-doyen pour dire un mot à l'occasion, pour saluer à la fois l'événement lui-même et notre invité. Merci, M. Bocat. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous avoir parmi nous ici dans cette salle de conférence qui est tout à fait une nouvelle salle. Je remercie M. Patrick de nous avoir honorés de sa présence ici à la Fac des Lettres des Langues, Arts et Sciences Humaines. Je remercie aussi le laboratoire de LLCI de nous avoir fait participer à cet événement et d'intégrer notre nouvelle ou jeune faculté dans cet événement. Je remercie aussi la filière des études françaises à travers tous les professeurs en la personne de sa coordinatrice, la coordinatrice Madame Nakache. Merci à vous. Donc, pour vous mettre un peu dans la situation de cette rencontre, donc M. Patrick Koletsa, il est parmi nous dans le cadre de la semaine de l'anthropologie qui devient une tradition maintenant à l'université, et particulièrement à la Fac des Lettres, initiée par notre collègue professeur d'anthropologie Bouya Probi. Et c'est la 4e édition. Et cette année, naturellement, et c'est dans ce cadre aussi qu'intervient cette intervention, le thème, la thématique, c'est celle des peuples autochtones. Donc les peuples autochtones un peu partout dans le monde. Donc j'aurai l'occasion de dire un petit mot juste après. Donc M. Patrick fait partie d'un groupe, l'acronyme c'est la JITPA, c'est ça. Donc voilà, c'est le groupe international de travail sur les peuples autochtones, qui est une espèce d'association d'ONG, si vous voulez, qui fait elle-même partie d'une grande ONG qui a été créée en 68, l'ILGA, c'est ça. Donc qui est une ONG, on va dire, des pays scandinaves, j'imagine, et donc qui regroupe un ensemble d'anthropologues qui s'occupent justement de tous les problèmes qu'on rencontre, ce qu'on appelle les peuples autochtones. Et je pense, en 68, je pense que ça devrait avoir un rapport quelque part, vous me corrigez, par rapport au génocide des Indiens d'Amazonie. Oui, alors, disons. Je vous laisserai de toute façon faire des éclaircissements par rapport à ça. Je suis juste pour donner le contexte. C'est par rapport quand même à des problèmes qu'on rencontre spécifiquement. Donc les peuples autochtones, tout le monde ici a sans doute entendu parler des aborigènes, des Peuls. On parlait d'Amazigh tout à l'heure, les Touaregs par exemple, les Papous, etc. Donc des peuplades qui sont éparpillés un peu partout dans le monde et qui font partie de ces malheureux héritages de l'histoire, on peut le dire comme ça, probablement, et qui souffrent un peu d'expropriation, d'exploitation, qui ont des problèmes par rapport à leur langue, leur propre langue. Moi, je pense spécifiquement aux nomades, par exemple, en Afrique. Je pense à ce qui se passe en Arctique, par exemple, par rapport à l'exploitation du pétrole. C'est un peu pousse-toi que je m'y mette. Donc, et vous, en tant qu'ONG, vous intervenez particulièrement pour sensibiliser à ces problèmes que vivent ces peuples, ces peuplades. Et dans le cadre de cette rencontre
anthropologique. Donc notre laboratoire LCI a bien voulu partager avec les gens d'ici, je ne dirais pas les docteurs d'ici, hein, les gens d'ici, ceux qui se préparent ailleurs, et donc sont plus tardés. Je dis juste un mot sur les publications, les récentes publications, parce qu'ils sont un peu en rapport avec tous ces problèmes. Donc un livre que vous avez sorti tout récemment, votre association, qui porte sur, j'ai les titres, donc les Indiens d'Amazonie face au développement prédateur, parce qu'il y a un sérieux problème en Amazonie par rapport au développement qui est en train d'empiéter sur la nature à la fois et sur les droits de ces peuples. Et puis le dernier, un autre livre tout récent, là c'est tout frais, c'est en janvier, quel avenir pour les pygmées à l'orée du XXIe siècle? Les pygmées, naturellement, on a tous vu des émissions sur ces peuplades qui vivent sur la marge pratiquement de la société. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'héritage malheureux. Donc, tout de suite, sans plus tarder, je cède la parole à notre invité qui va vous en dire un peu plus. Après, naturellement, on aura l'occasion, si vous le souhaitez bien, de débattre de toutes ces questions. Voilà. Bien. Bon, ben, je vous remercie de votre présence. Je vois que vous êtes très nombreux. On m'a déjà présenté, mais donc je dirige donc une ONG française qui s'appelle le Groupe international des peuples autochtones, pour le droit des peuples autochtones, et effectivement qui est affiliée à une ONG nordique qui est basée à Copenhague, qui s'appelle International Work Group for Indigenous Affairs. Les pays nordiques et cette ONG nordique ont joué un rôle très important pour accompagner, faire pénétrer la question du droit des peuples autochtones au sein du système des Nations Unies. Alors, je vais justement parler de ce qui se passe au sein du système des Nations Unies depuis maintenant pas mal d'années. Et pour terminer par rapport à une petite remarque sur la création du GIPA et de beaucoup d'organisations qui s'occupent du droit de ces peuples, effectivement, c'est parti de la question de l'Amazonie. L'Amazonie, déjà au Brésil, on a eu pendant un bout de temps un régime militaire, une dictature militaire, et en 84, les militaires ont abandonné le pouvoir, mais il y a eu entre-temps une pénétration, disons, des intérêts agro-industriels, miniers en Amazonie, l'ouverture de routes en Amazonie qui ont contacté, disons, des peuples indiens non contactés de façon assez brutale. On a parlé de génocide des Indiens à cette époque-là, et devant un certain nombre d'articles fort dans les journaux occidentaux, il s'est créé successivement IFGIA Copenhague, rassemblant des anthropologues danois, nordiques, néerlandais, allemands. En Grande-Bretagne, le Survival International, qui est plutôt rassemblé des anthropologues anglais, britanniques. Et puis aux États-Unis, Cultural Survival, qui est plutôt basé sur la côte dans le Massachusetts. Comme on voit, Cultural Survival s'occupe plutôt des problèmes culturels, sachant que le problème est bien plus vaste que celui de la culture. Il s'agit des droits, et en particulier des droits territoriaux, qui est le sujet un peu fondamental à défendre. Donc, j'ai prévu une intervention, alors je crois que j'ai un peu de temps, quand même, parce que hier j'ai fait une intervention au colloque, j'avais 25 minutes, c'était très court. Bon, là j'ai un peu plus de temps, donc je peux même rester la journée, sinon il n'y a pas de problème. Donc, j'ai prévu le thème hier c'était indigénal, autochtonie. Donc, pour parler de l'autochtonie, moi je vais prendre des choses très concrètes, hein, pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans, en ce qui concerne l'émergence du droit des peuples autochtones, et en précisant qu'est-ce qu'on met derrière le mot peuple autochtone, quelle est la signification. Donc j'ai prévu une intervention en plusieurs parties en disant qu'est-ce qui s'est passé au sein du système des Nations Unies, qu'est-ce qui s'est passé au sein des organisations interrégionales, je pense à l'Organisation interaméricaine des droits de l'homme, de l'organisation et des États américains, au sein de l'Union africaine, avec la charte de l'Union africaine et puis la création d'un groupe de travail à Banjul, il y a eu des avancées du côté de l'Afrique. Il y a le Conseil arctique, il se passe des choses aussi intéressantes. En Asie, c'est plus compliqué, parce que bon, il n'y a pas d'organisation des droits de l'homme qui regroupe l'ensemble des États asiatiques. Il faut dire que là, on est dans des masses considérables de population. À part en Asie du Sud-Est, on n'a pas d'organisation qui... Je vais déjà me centrer quand même parce que sur ce qui s'est passé dans le cadre de l'Organisation des États américains et l'unité africaine. Bon, pour ce qui est du système des Nations Unies, les historiens qui s'occupent de faire l'histoire de l'émergence de cette question des droits des peuples autochtones peuvent
peuvent remonter jusqu'à la Société des Nations. Société des Nations, fin de Première Guerre mondiale, création de la Société des Nations en 1920. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pays indépendants, hein, je sais pas, une cinquantaine qui ont créé la Société des Nations. Et dans une des premières réunions de la Société des Nations à Genève, est venu un chef indien de la nation iroquoise, donc au Canada, avec un traité, le traité qui avait été signé entre la nation iroquoise et les Britanniques. Parce que quand les Britanniques sont arrivés en Canada, ils ont signé des traités avec des peuples qui étaient là, des peuples indiens. Et donc ce chef iroquois, qui s'appelle Descaillé, a demandé à ce que participer à la Société des Nations en disant « Nous sommes une nation, nous avons signé un traité de nation à nation avec l'Empire britannique, avec les Britanniques. » Bon, la société genevoise était un petit peu embêtée de cette arrivée de cette personne, on l'a fait un peu attendre, il est resté quelques semaines à Genève et il est reparti sans rien avoir obtenu. Ceci dit, c'est quand même un peu l'acte fondateur, c'est la première fois qu'un représentant d'un peuple, disons colonisé en l'occurrence, s'exprimait dans une enceinte internationale, Société des Nations, d'une voix forte pour dire nous existons et nous souhaitons être traités de façon égalitaire avec les autres peuples dominants. Bon, il ne s'est rien passé derrière, il a fallu attendre, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la création des Nations Unies, la Charte des Nations Unies de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, pour que ce sujet ressorte. Et à la suite de ce qui s'est passé au Brésil, de cette... je ne sais pas si on peut appeler ça génocide, parce qu'un génocide, ça a quand même une définition très précise. C'est quand un peuple a, disons, construit une organisation qui a vocation de détruire physiquement un autre peuple. Bon, il y a eu quelques génocides dans l'histoire, mais en l'occurrence, bon, je ne pense pas qu'on puisse parler de génocide indien. Il y a eu des réunions d'anthropologues américanistes dans différents endroits, au Mexique, au Guatemala, qui ont dit, bon, là quand même la situation est catastrophique pour les Indiens, on va s'organiser pour leur donner la parole, pour qu'ils puissent se défendre leur existence, leur survie, au sein d'un système qui les oppresse. Et c'est comme ça qu'a cheminé au sein du système des Nations Unies. Alors le système des Nations Unies, c'est quelque chose de très vaste et très compliqué. À l'époque, donc tout se passait à Genève, il y avait le Conseil des droits de l'homme. Et au sein du Conseil des droits de l'homme, il y avait une sous-commission de la lutte contre les discriminations pour les minorités. Bon, un certain nombre d'experts, juristes au sein du système des Nations Unies ont poussé pour que la Commission des droits de l'homme se saisisse du problème de ces peuples minorisés et ont lancé une étude qu'on appelle le rapport Cobo, vaste étude confiée à un expert, un juriste internationalement reconnu, qui a fait un rapport qui a duré, il a mis un paquet d'années, 5-6 ans, pour faire un tour de tout un ensemble de pays, pour sortir un premier rapport qui s'appelle le rapport Cobo, qui mettait un peu à plat la situation de ces peuples, qu'on n'appelait pas à l'époque peuples autochtones, ça n'avait pas encore vraiment émergé au sein des mais qui montrait la marginalisation, l'exploitation. En parallèle, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, avait mené aussi des travaux sur la façon dont le travail était exploité dans certains pays, et en particulier le travail des indigènes, souvent exploité, surexploité, mal payé, parfois même des situations de servage ou d'esclavage dans un certain nombre de pays. Donc ça a abouti sur une première convention de l'OIT de 1957, la convention 107 de l'OIT, qui montrait la situation de ces peuples, mais qui prônait l'assimilation. C'est-à-dire, finalement, l'OIT, à l'époque, dans cette Convention 107, disait une solution pour que sortir de ces problèmes de ces peuples, il faut qu'ils s'assimilent à la société dominante. Bon, alors s'assimiler, ça veut dire qu'ils devaient perdre un certain nombre de caractéristiques d'organisation sociale, leur langue, éventuellement, voilà, leur façon de décider collectivement. Ils devaient s'assimiler à la société dominante. Derrière ça, les leaders autochtones qui commençaient à émerger un peu partout ont dit non, nous on ne veut pas rentrer dans un schéma où on s'assimile. S'assimiler, ça veut dire d'une certaine façon disparaître dans ce qu'on appelle le mainstream, c'est-à-dire le flot dominant de façon de concevoir la vie, ses activités. Donc il y a eu un refus, ce qui a fait que l'OIT a fait une deuxième convention, la 169,
qui, elle, bon, remettait sur le tapis tous les problèmes que rencontraient ces peuples, mais ne prenait pas l'assimilation, mais promouvait seulement une reconnaissance de l'identité de ces peuples et la nécessité de défendre l'identité de ces peuples et leurs droits. Alors, les Nations Unies, à partir de 1982, ont créé un groupe de travail à Genève. 1982. Alors pourquoi ils ont créé un groupe de travail? C'était quoi ce groupe de travail à Genève? En fait, c'était une tribune que les Nations Unies mettaient à la disposition des leaders de ces peuples. Ils pouvaient venir aux Nations Unies pour parler à la tribune des Nations Unies. Sachant que souvent, dans leur propre pays, ils n'avaient pas la possibilité de parler, ils n'étaient pas écoutés, ils n'avaient pas le droit de parler. Donc on a mis en place ce qu'on a appelé le détour onusien. L'ONU a dit, on va leur donner la possibilité de parler. Et pourquoi l'ONU a fait ça, dans les Nations Unies? Parce que l'ONU a été créée avec un objectif de prévenir les conflits et pour la paix. Et l'idée, c'était que si des peuples, à l'intérieur d'États qui sont souvent multiculturels, avec des frontières issues de la décolonisation artificielle, enfin bon, parfois avec des peuples éclatés entre plusieurs États, si on ne leur donne pas la parole, il va y avoir un sentiment croissant de revendication qui va s'accentuer et qui pourrait aboutir, dans le pire des cas, quand il y a vraiment conflit, à des revendications sécessionnistes. Et les Nations Unies, évidemment, l'organisation des États, veut prévenir contre des mouvements sécessionnistes. Donc l'idée c'était d'abord de donner la parole à ces peuples, écouter leurs revendications, les noter et mettre un peu en responsabilité les États. Comment vont-ils répondre à ces revendications? Vous voyez, donc c'est le détour. Alors est venu, à partir de 82, est venu aux Nations Unies d'abord évidemment des Indiens, du Canada, des États-Unis et d'Amérique latine. Des Indiens, des Aborigènes, des Maoris de Nouvelle-Zélande, des Inuits du Grand Nord, des Sam, donc des Lapons de la Scandinavie. Et puis ensuite, ont commencé à arriver justement des Africains et des Asiatiques, des gens d'Asie. Alors pour ce qui est de l'Afrique, les premiers, c'était des Amazirs, des Touaregs, des Maasai, peuple là-bas, le Kenya, Tanzanie, pasteurs nomades, transhumants, des San. Bon, ils venaient. Alors, et puis dans l'Asie sont venus des gens de l'Asie du Sud-Est. Voilà, je ferai développement sur l'Asie parce que c'est là où on a la plus grosse masse de peuples autochtones en nombre et en nombre de peuples. Donc sont venus. Et alors, les Nations Unies ont créé un fonds de contribution volontaire pour les peuples autochtones, c'est-à-dire un fonds qui était abondé par des États favorables au développement de cette cause, qui mettaient de l'argent dans ce fonds pour permettre de payer les voyages de ces leaders à Genève, plus tard à New York, payer l'hôtel, voilà. Donc, avec un système évidemment de sélection des leaders qui pouvaient venir, parce qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde, et l'idée c'était d'avoir quelques représentants par peuple. Voilà. Donc le fonds de contribution volontaire qui existe toujours, d'ailleurs dont la IFGIA était co-gestionnaire de ce fonds, et ça posait des questions de choix, quelles organisations pouvaient venir, et dans les organisations, quels leaders pouvaient être accrédités pour venir parler. Parce que, évidemment, quand on vient au système des Nations Unies pour parler de revendications, on ne va pas faire des déclarations fracassantes sur... il faut que ce soit dans un langage du droit international. Donc c'est plutôt lissé, c'est précis, c'est limité dans le temps. Quand on va à Genève et maintenant à New York dans les réunions où viennent des représentants des peuples autochtones, ils ont chacun 5 minutes. Hein. Donc ça suppose qu'ils aient construit un discours qui aille directement sur les problèmes qu'ils veulent traiter, développer, et puis si possible avec des recommandations, parce que les recommandations ils vont faire vers les États qui sont présents dans la salle, puisqu'en fait nous avons des réunions où il y a les États, l'ambassadeur de l'État est là. Alors tous les États ne viennent pas, parce qu'actuellement il y a aux Nations Unies environ 70 États sont représentés, parce que tous les États n'ont pas la problématique des peuples autochtones. Je pense par exemple la Suisse. Bon, la Suisse c'est particulier, c'est un État fédéral, assez bien d'ailleurs, le fait qu'il y ait trilinguisme. Bon, enfin, il y a des États qui sont mono-ethniques comme
la Corée ou le Portugal, il n'y a pas de... Le Portugal est fait de portugais, il n'y a pas de... Bon, voilà. Donc tous les États ne sont pas concernés, mais ça fait quand même 70 États. 70 États sur les 193, donc c'est devenu quand même... Et c'est un nombre qui va augmenter. Et ces 70 États, aujourd'hui, ça représente environ près de 400 millions de personnes, considérées qui se déclarent autochtones, et c'est environ 3000 peuples. 3000 peuples différents. Vous prenez par exemple les États-Unis, il y a 150 peuples indiens différents, par la langue, par leur territoire, etc. Le Canada, c'est du même nom. En Inde, vous avez aussi un nombre considérable de peuples qui ne sont pas hindous et qui ne sont pas, aryens. Bon, vous pourrez développer sur chaque peuple. Donc c'est devenu quelque chose de considérable. Et donc le groupe de travail sur les peuples autochtones a démarré donc, en 82, et à partir de 1987, les leaders autochtones se sont dit, bon maintenant il faut qu'on rassemble dans une déclaration tout ce que nous revendiquons en termes de droits, dans une seule déclaration. Parce qu'il y avait des choses à droite à gauche. Bon. Donc ils ont travaillé avec les représentants des États qui étaient là. Ça a été une co-construction entre les représentants des États et les organisations d'une déclaration sur les droits. Et ils ont travaillé sur quel sujet? Alors, premier sujet, c'était de définir c'est quoi un peuple autochtone. Voilà, parce que, bon. Donc, au lieu de travailler sur une définition qui aurait fait 15 lignes, ils ont défini 4 critères. 4 critères. Le premier critère, c'est un peuple, un groupe de peuples, une communauté, enfin, qui peut revendiquer une présence ancestrale sur un certain territoire. La notion de peuple est liée à un concept de territoire. Sinon, si on n'a pas de territoire, on est une minorité, il faut un territoire. Bon, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des problèmes de territoires qui ne sont pas reconnus, parfois il y a même des territoires entre deux peuples autochtones où ils ne sont pas d'accord tout à fait sur les frontières entre les deux peuples sur le territoire. Enfin, l'idée c'est, bon, dans la majorité des cas, c'est quand même la base, un territoire. Et on verra que la lutte pour le territoire est un sujet fondamental. Deuxièmement, le peuple, il a une langue, qui est souvent le critère le plus fort, une langue distincte, un système d'organisation sociale et de décision, un système en ce qui concerne la propriété de la terre ou la propriété collective de la terre en particulier, des expressions culturelles, des savoirs traditionnels, distincts de ceux des autres peuples qui sont autour, et qui veulent maintenir, surtout la langue, se battre pour maintenir la langue. Quand elle est souvent, il y a une langue dominante qui veut s'imposer, qui est imposée, bon. Donc ils veulent maintenir. Bon, sachant que là, l'UNESCO a créé l'année 2019, qui est l'année internationale des langues autochtones, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de langues qui sont en voie de perdition. Il faut dire que quand la langue est finalement est parlée par une dizaine de locuteurs, évidemment ça va être difficile de la... Mais enfin, même si il y a beaucoup de locuteurs, on peut faire un travail pour collecter les savoirs autour de cette langue, parce que c'est une richesse incroyable qui est en train de se perdre, je veux dire, avec la perte des langues. Bon. Donc deuxièmement, c'est le côté culturel, etc. Deuxième critère. Troisième critère, il faut que le peuple soit en position de marginalisation, subisse de la discrimination, du racisme, et donc ça aboutit sur de très mauvais indicateurs de développement humain. Vous savez, les idéaux du PNUD, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à la justice, et en matière, finalement, le truc fondamental au début, c'est déjà avoir la citoyenneté. Il y a quand même pas mal de peuples où les gens, les enfants n'ont pas d'acte de naissance et donc pas de carte d'identité, donc ne sont pas citoyens, ne vont pas voter, bon, donc accès à la citoyenneté, qu'on appelle les droits civils et politiques. Donc, le troisième critère, c'est ça, situation de marginalisation, de pauvreté, de racisme, discrimination. Et quatrième critère, peut-être le plus important, et ça a été un critère retenu par la Commission africaine des droits de l'homme, le plus important, l'auto-affirmation. Il faut qu'il y ait une auto-affirmation. Le combat, il part des peuples, il ne part pas uniquement d'une organisation internationale. Si le peuple ne s'auto-affirme pas, ne s'auto-identifie pas, il n'est pas combatif au bon sens du terme, pas combatif avec des kalachnikovs, mais combatif pour défendre les droits, rien ne se passera. Donc, 4 critères. Le territoire, la langue, enfin les expressions culturelles, la marginalisation, l'auto-affirmation. Bon, sur cette base-là, donc je vous dis, il y a à peu près 3 000 à 4 000 peuples qui sont dans le système, dans ce mouvement international des peuples autochtones.
Deuxième sujet qui a été discuté, c'est le droit à l'autodétermination. Alors, le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies, qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon, ça a été fait après la Première Guerre mondiale, dans une préparation de la décolonisation qui s'est développée derrière, dans les années 60, pour l'Afrique, bon, les années 60, la décolonisation. Comme en Asie, ça démarrait un peu plus tôt, avec l'Inde, enfin, l'Birmanie. Bon. Donc, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors évidemment, quand on parle d'autodétermination aux États, pour des peuples, ils sont tout de suite très très réticents, en se disant droit à autodétermination égale droit à la sécession. Hein? Donc, là, on n'a pas le temps de parler de ça. Bon, là-dessus, l'autodétermination, c'est dans le sens de donner à ces peuples des niveaux d'autonomie qui leur permettent de gérer, de gérer un certain nombre de responsabilités. Dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement, par exemple, des choix de développement, il faut qu'ils aient leur mot à dire, et que ça ne vienne pas seulement de je ne sais pas qui, au niveau de la capitale. Donc, pouvoir intervenir sur des choix d'orientation de développement, sur la santé, par exemple, tenir compte des systèmes locaux, enfin traditionnels de santé, l'éducation aussi, des revendications en matière de langue dans les systèmes d'éducation, le bilinguisme, enfin, dans les langues maternelles, dans les petites écoles, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, ça peut être aussi des décentralisations, de l'autonomie gouvernementale à un certain niveau, au niveau des municipalités, bon, donc de la décentralisation, pour qu'ils puissent gérer un certain nombre de choses à leur niveau. Bon. Donc, je veux simplement souligner que dans la déclaration, je vais tout de suite passer à ça, je crois que c'est très important, ça permet de cadrer un peu les choses. Dans la fameuse déclaration qui a été signée en 2007, et j'en reviendrai dessus, mais je vais simplement signaler un article, qui est le dernier article d'ailleurs, que je vais vous lire tranquillement, l'article 46. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupe, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considéré comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d'amoindrir totalement ou partiellement, et c'est là important, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un État souverain ou indépendant. Les Nations Unies ne vont pas appuyer ou héberger des mouvements sécessionnistes. Les Nations Unies est une organisation des États. L'objectif des Nations Unies, il y a des tensions, il y a des revendications, c'est que ces tensions et ces revendications doivent être réglées à l'intérieur des États tels qu'ils existent. Donc ça canalise quand même fortement les choses. Donc quand un groupe commence à revendiquer, disons, l'indépendance ou la sécession, les leaders ne sont pas vraiment accueillis au sein du système des Nations Unies. C'est pas, ça banalise, ça canalise les choses du point de vue de ce droit à l'autodétermination. C'est donc le droit à l'autodétermination, c'est donc trouver des arrangements au sein de l'État souverain pour que on puisse répondre aux revendications exprimées par les leaders de ces peuples. Dernier sujet, alors d'abord il y a 47 articles, on a la déclaration que vous trouvez sur internet, il n'y a pas de problème, traite tous les sujets, hein, santé, éducation, médias, tout, il y a tout. Au moins ça a le mérite de tout regrouper en un seul document. Bon. Le dernier sujet, ça a été ce qu'on appelle le consentement libre, préalable et informé. Alors c'est quoi le consentement libre, préalable et informé? Le Free Consent Prior Informed en anglais. C'est-à-dire que quand sur un territoire d'un peuple autochtone, il y a un projet, une mine, un projet de barrage, une aire protégée qui doit être créée, bon, une exploitation forestière, on va déforester pour planter des agrocarburants ou enfin, des EVA, enfin, quel que soit le projet, quand ça concerne, ça doit se faire sur un territoire, le peuple en question a un droit d'abord d'être consulté sur l'inclusion environnementale éventuelle, s'il doit y avoir des déplacements de population, s'il s'agit d'un barrage, bon, des déplacements, ou même éventuellement une mine à ciel ouvert,
il va y avoir des déplacements de population. Donc, où va-t-on, qu'est-ce qu'on va proposer comme nouveau lieu de localisation des communautés qui vont être déplacées. Enfin, vous voyez, avant le démarrage du projet, physiquement, hein, avoir une consultation suivant les modalités d'organisation du peuple. Hein, il y a des modalités de consultation dans les peuples, parce qu'ils ont toujours géré leurs affaires, hein, donc ils savent comment s'organiser. Présenter dans une langue compréhensible, dans la langue hein, et puis pour leur permettre ensuite de travailler sur ce projet et aboutir au consentement ou pas consentement. Et le consentement, c'est un accord ou pas d'accord. Hein. Alors, c'est un droit extraordinaire qui a été reconnu au peuple, et c'est pas alors, les discussions au sein avec les Nations Unies et à certains pays, c'était oui, mais on va consulter et on va demander l'avis. Mais l'avis, vous savez, l'avis, c'est l'avis. Hein, c'est-à-dire, si l'avis est négatif, on peut quand même faire le projet. Là, ce qui a été donné par les Nations Unies dans cette déclaration, c'est un droit au consentement, donc un accord. S'il n'y a pas accord, il faut que le projet soit revu, soit modifié pour que ça devienne acceptable pour le peuple. Les peuples autochtones ne sont pas forcément opposés à tout projet sur leur territoire. Hein, c'est pas, parce que souvent, les gens qui s'opposent disent oui, mais ils sont contre le développement, ils veulent rester là où ils sont. Bon, c'est pas vrai. Ils sont prêts à accepter les choses, mais pas n'importe quoi, et dans n'importe quelles conditions, et sans qu'éventuellement il y ait des retours financiers vers eux, hein, parce que c'est quand même leur terre. Donc ce consentement libre préalable et informé finalement il figure dans la déclaration. Un certain nombre d'États se sont opposés fortement pour que ces déclarations aboutissent, mais il existe, et aujourd'hui, que la déclaration existe depuis 10 ans, je ferai un peu le point tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel il y a énormément de conflits autour de la mise en application de ce consentement libre, préalable et informé. Il y a énormément de conflits en Amérique latine, en Asie, autour des projets extractifs de toutes sortes sur les territoires autochtones. Mais là, au moins, les peuples savent qu'ils ont le droit pour eux. Hein, avoir le droit pour soi, ça permet de faire des choses quand même. On verra quoi. Alors, en 2007, finalement, la déclaration a été votée sur les 193 États des Nations Unies. Elle a été votée par 144 États. Et il y a 4 États qui ont voté contre. 4 sur les 193. Les autres étaient absents. Le Maroc était absent. En Amérique latine, tous les pays d'Amérique latine ont voté pour, sauf la Colombie. Parce que la Colombie, il y avait les FARC, c'était compliqué. Enfin, bon, il y a le système de guérilla en Colombie. La Colombie n'est pas estimée, n'était pas clair par rapport. Les Indiens en Colombie, c'est important, c'est nombreux. Bon, enfin, toujours les 4 États qui ont voté pour, c'est contre, je veux dire, c'est les États-Unis de l'administration de M. Bush, le fils, hein, W. Le Canada du Premier ministre conservateur Harper, gouvernement conservateur, l'Australie d'un gouvernement conservateur de droite, M. Howard, et puis la Nouvelle-Zélande, qui a 4 pays de colonisation, de peuplement anglo-saxonne, et je dirais avec des gros intérêts miniers, hein, aussi bien sur leur territoire propre, hein, Canada, États-Unis, Australie, il y a des mines de toute nature, et puis avec des industries, avec des compagnies qui interviennent dans le monde entier. Hein. Donc ça, ces gouvernements de droite, proches des milieux des industries extractives, ont tenté de bloquer l'aboutissement de cette déclaration. Et il a fallu pendant toute l'année, donc ils ont tenté de bloquer en fin 2006, il a fallu pendant toute l'année 2007 un contre-feu monté par des experts des pays latino-américains plutôt favorables à reconnaître le multiculturalisme, l'existence des Indiens et leurs droits, les pays nordiques, comme j'ai dit, qui sont plutôt favorables à ces choses, un certain nombre de pays africains, pour renverser la tendance, et en particulier convaincre l'ensemble des pays africains. Parce qu'il y avait des experts qui ont travaillé dans le cadre d'un groupe de travail sur les peuples autochtones qui se réunissaient à Banjul pendant des années, donc il y a donc des experts africains qui ont dit finalement aux États, écoutez,
voter ceci, c'est pas incohérent par rapport à ce qui figure dans la charte de l'Union africaine, puisque c'est une charte qui parle des peuples. La charte de l'Union africaine parle aussi des peuples. Donc, voter, ça permettra au moins de canaliser les revendications en cohérence avec la charte de l'Union africaine. Et finalement, l'ensemble de l'Afrique a voté pour la déclaration, donc à l'exception du Maroc qui était absent. Donc cette déclaration est passée. Alors, on est plus de 10 ans après. Je vais faire un point tout à l'heure sur où est-ce qu'on en est 10 ans après. Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, au sein du système des Nations Unies, la question du droit des peuples autochtones est omniprésente. Nous qui fréquentons, nous sommes habilités pour aller à Genève et à New York. Alors à New York, c'est ce qu'on appelle une instance permanente sur les questions autochtones, et à Genève, c'est un mécanisme d'expertise où il y a des autochtones qui viennent parler. Il y a un rapporteur spécial, qui est une femme d'ailleurs, il y a un fonds de contribution volontaire, il y a une journée mondiale des peuples autochtones, le 9 août. Vous voyez, donc le sujet est complètement dans le système des Nations Unies, au niveau du secrétaire général, au niveau du conseil des droits de l'homme, et puis au niveau de l'ensemble de cette organisation, où il y a des fonds, des programmes et des agences des Nations Unies. Je ne vais pas en faire la liste, vous le connaissez, l'UNESCO, l'ONPI, le FIDA, le FAO, le truc pour les enfants, l'UNICEF, enfin, ils ont tous ces fonds, ces programmes et ces agences des Nations Unies ont des programmes orientés vers les droits des peuples autochtones. Donc ça donne une cohérence à l'ensemble des travaux je signale aussi au niveau du système des Nations Unies, il y a aussi un système de formation de boursiers autochtones qui vont à Genève se former au droit. Parce que là, ça se passe autour du droit, hein, donc il faut se former au droit international. Hein. On connaît la déclaration, les traités internationaux de 1966 sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention 169, et puis maintenant, la Convention sur la diversité biologique, enfin, le climat, les discussions sur le climat, enfin, voilà, ils sont un peu partout. Donc, actuellement, les peuples autochtones, c'est ce qu'on appelle un des 6 groupes majeurs des Nations Unies quand les Nations Unies réfléchissent aux objectifs de développement, hein, ce qu'on appelle les ODD maintenant. Il y a eu d'abord les objectifs de développement du millénaire, les ODM, et maintenant on est sur la deuxième phase, les objectifs de développement, les ODD, 2015-2030. Et là, dans les ODD, il y a énormément de chapitres sur lesquels on prend en compte la question des droits des peuples autochtones, hein, pour que ce soit... Les leaders qui viennent là-bas poussent pour que dans tous les textes internationaux, on parle de leurs droits spécifiques en tant que peuple autochtone. Donc c'est le cas sur les ODD. Et puis, par exemple, ici, les Nations Unies ont aussi en train de mettre en place un système qu'ils appellent le System-Wide Action Plan on the Right of Indigenous People, c'est-à-dire un système qui va rassembler on serait comme une World Company, vous voyez, les grandes entreprises ont des systèmes de planification internationaux, et bien, un système de planification qui rassemble toutes les actions en cours pour les peuples autochtones dans les 70 États concernés en un ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que les États passent tous les 4 ans devant un mécanisme qu'on appelle la révision périodique universelle, qui a lieu à Genève, dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, où ils passent un entretien dans lequel ils font le point, on fait le point sur comment progressent les droits humains dans chacun de ces pays. Alors, je vais vous décrire rapidement comment ça se passe. En fait, il y a 193 États, ça veut dire que divisé par 4, ça doit faire 96, 48, bon, en gros. Hein. Ne comptez pas trop sur moi, pas mathématicien, c'est littéraire. Bon, donc 48 États passent dans la moulinette de la révision périodique universelle. Donc en ce qui concerne les peuples autochtones, parce que la révision regarde tous les droits, hein, les prisons, la torture, le droit des femmes, le droit des enfants, mais il y a aussi un volet peuple autochtone. Donc pour le volet des peuples autochtones, il y a 3 rapports qui sont présentés. D'abord un rapport de l'État. En général, les États disent, bon, on travaille bien, on fait progresser le droit, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. En gros, c'est plutôt ça, on progresse, ce qui peut être partiellement vrai. Il y a un rapport qui est fait par les organisations autochtones du pays.
Hein. Donc, par exemple, ici, bon, je sais pas, Taminut, Tamuntifus, enfin, vont faire un rapport, et tout ça va être consolidé dans un seul rapport enfin, il y a aussi, évidemment, CMA, AMA, dans un seul rapport, la vision des organisations, des ONG autochtones, qui peut être assez différente de celle de l'État. Et puis, troisièmement, il y a un rapport qui est fait par le système des Nations Unies, donc les agences, les fonds et les programmes qui travaillent avec les peuples sur les différents sujets sur lesquels ils sont, hein, font aussi un rapport, comment les choses progressent. L'UNICEF fait un rapport sur le droit des enfants, des autochtones, l'accès à l'école, la scolarisation, etc. Vous voyez, donc ça fait un ensemble de 3 rapports qui sont examinés par cette commission et qui aboutissent à ce que le Conseil des droits de l'homme finalement fait un bilan global et fait un certain nombre de recommandations aux États. Bon, pour les 4 ans à venir. Donc les recommandations sont formulées vers l'État, et l'État a 3 possibilités par rapport aux recommandations. Soit j'accepte la recommandation, et je m'engage à poursuivre sa mise en place, soit je souhaite travailler sur cette recommandation pour voir exactement quelles applications ça va avoir, donc, de faire une étude complémentaire, je ne m'exprime pas, soit je refuse. Je refuse, je ne veux pas aller sur tel ou tel sujet. Bon. Donc tout ça est consigné. Si l'État a dit je vais travailler, je vais créer un groupe de travail pour voir comment on peut travailler sur tel, bon, 6 mois après, les Nations Unies demandent, bon, ben, vous en êtes toutes ce travail complémentaire, finalement, quelle est votre position? Donc vous voyez, les États sont pris dans un système de suivi. Alors, ce n'est pas une atteinte à leur souveraineté, hein. On est dans un système où finalement les États sont pris dans des systèmes qui les dépassent, hein, mais tous les États, hein, pas seulement, ils sont tous à la même enseigne, donc qui va permettre de suivre voilà, comment ils progressent. Pour terminer sur les Nations Unies, finalement, fort des avancées, les peuples autochtones sont de plus en plus présents dans des grandes discussions internationales sur des grands sujets mondiaux, par exemple la conférence climat, hein, à la COP21 à Paris, il y avait énormément de représentants, Peul par exemple, pour parler de la désertification. Il y a des peuples qui vont être noyés, hein, si on ne fait rien, il y a des peuples qui sont sur les côtes. Voilà. Donc une grande présentation dans des organisations internationales, sur la Convention sur la diversité biologique, le problème du partage des savoirs et des avantages financiers s'il y a appropriation des savoirs traditionnels. Donc le système, il y a énormément de financement, il y a énormément de réunions, on a presque, alors évidemment ça consomme beaucoup de CO2 tout ça, parce que tous ces gens qui se déplacent dans le monde pour aller, il y en a, ils sont un jour au Kenya, le lendemain ils sont au Costa Rica pour une autre réunion, enfin, vous voyez, il y a une espèce de circulation de ces responsables, mais ce qui est important, c'est qu'on entend la voix des peuples autochtones, hein, donc voilà. Bon, ça c'est pour le système des Nations Unies. Je ne sais pas si j'ouvre des questions au fur et à mesure ou je continue. Non, on continue. On continue. Bon, ça c'était la première chose. Donc omniprésence, présence forte de cette question du droit des peuples autochtones au sein du système des nations. Deuxièmement, les organisations régionales, Organisation des États américains, Union africaine, Conseil Arctique. Alors Conseil Arctique, j'évacue tout de suite. Conseil Arctique, c'est l'organisation qui rassemble les États qui ont une part d'Arctique. Donc les États-Unis pour l'Alaska, le Canada, le Groenland qui appartient encore au Danemark, qui va devenir indépendant un de ces jours, et puis la Fédération de Russie. Bon, tous ces États ont des Inuits, des Esquimaux. Et ben, les Inuits ont réussi à s'organiser au travers d'une organisation transnationale qui s'appelle Inuit Circumpolar Conference, qui regroupe toutes les organisations inuites du Grand Nord et de l'Arctique, et ils ont un siège d'observateur au Conseil Arctique. Donc ils siègent à côté des représentants des États. Vous voyez, ça donne quand même... ils peuvent s'exprimer, ils observent, et puis ils peuvent, dans les couloirs et autres, parler avec les États pour défendre leurs problèmes. Donc, l'Organisation des États américains. Alors, l'Organisation des États américains, qui siège dans la Commission des droits de l'homme, siège au Costa Rica. C'est actuellement la question des les peuples autochtones déclarés, ça concerne 20 États sur les 33, 826 peuples, 45 millions de personnes, c'est-à-dire à peu près 5% de la population des Américains. Disons, l'Amérique, ça doit frôler le milliard, et là, on a
près de 45 ou 50 millions d'Indiens, donc c'est 5%. Alors, il y a une organisation, dans l'organisation des États américains, il y a une commission et une cour, une commission des droits de l'homme et une cour, une commission interaméricaine des droits de l'homme et une cour interaméricaine des droits de l'homme, qui sont des instances vers lesquelles les peuples autochtones peuvent déposer des plaintes. Quand ils ont épuisé les plaintes dans leur territoire. Hein, c'est-à-dire, la commission ne va pas prendre une plainte tant qu'elle ne s'est pas assurée que dans l'état dans lequel se trouve le peuple, la plainte n'a pas abouti. Hein, c'est quand elle n'a pas abouti que ça peut remonter. Comme ça, il y a eu un certain nombre de grands procès qui ont eu lieu, qui ont été déposés à la commission, puis tranchés avec les juristes de la Cour. Par exemple, bon, il y en a de plus en plus. Hein. Alors, généralement, c'est très long, ces procès. Hein. C'est des années, des années, des années. Hein. Bon. Mais enfin, il y a eu le cas Saramacca et Suriname, où les Saramacca, c'est un peuple de la forêt qui avait signé un traité, d'ailleurs, avec les Hollandais au moment où les Néerlandais colonisaient le Suriname. Et ils ont été chassés parce qu'il y avait une entreprise qui voulait faire dans de la forêt primaire. Ils voulaient couper la forêt pour faire des palettes pour les Chinois. Vous vous rendez compte? On coupe la forêt primaire pour faire des palettes pour mettre dans les containers des importateurs chinois. Bon, ils sont montés, ils ont déposé une plainte à la Cour Suriname, c'est monté à la commission, à la Cour, et ils ont obtenu gain de cause. C'est-à-dire que le projet de cette société, cette entreprise chinoise, appuyée par les élites au Suriname, a été éliminé. Il y a eu aussi un autre grand procès emblématique, c'est celui des Quechua Sarayaku en Équateur. Et là, on est sur l'exploitation pétrolière de façon sauvage par une entreprise américaine qui s'appelle Texaco Chevron, qui a fait de l'exploitation en forêt sur le territoire des Quechua, en répandant des sous-produits de l'exploitation dans la forêt de façon tout à fait bestiale. Et les Quechua ont obtenu un gain de cause devant la commission et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a puni Chevron de $1,5 milliard de taxes, enfin d'amende. Bon, vous voyez. Donc on peut dans le système interaméricain des droits de l'homme, aboutir à des résultats. Alors, ce qui concerne l'Union africaine, qui nous intéresse particulièrement, donc l'Union africaine, donc il y a eu 24 États sont concernés par le droit des peuples autochtones, 234 peuples, 55 millions. Le gros paquet, c'est les pasteurs nomades et transhumants. Hein. Bon, il y a environ 10 millions d'Amazirs, je crois, c'est à peu près de l'ordre, il y a 10 millions d'Amazirs. Donc en 2000, l'Union africaine a créé un groupe de travail sur les peuples autochtones à Banjul. Pour 2000, vous voyez, déjà, le système était déjà lancé pas mal aux Nations Unies, depuis 82 à Genève. Bon. Et l'Union africaine s'est dit, mais ça va nous concerner comment, ce mouvement? Comment on va être concerné? Parce qu'à l'époque, les pays africains, on est tous indigènes, on est tous autochtones. Parce que, en fait, ils faisaient réflexion à l'indigénat, c'était la relation entre la puissance colonisatrice et puis il y avait les indigènes. Hein. Bon, et là, c'était en fait, les puissances colonisatrices avaient quitté, et là, c'est autre chose qui est apparu, c'est l'autochtonie. Donc l'Union africaine a créé un groupe de travail dans lequel il y avait des experts africains, des avocats, des juristes, des représentants d'un certain nombre d'États, et puis un appui de l'IFIA, justement, l'ONG avec qui on travaille, des juristes donc danois. Et ils ont sorti un premier rapport qui date de 2005, alors je lis, qui africanise le terme de peuple autochtone et fait de l'auto-identification le critère principal d'identification des peuples et la notion de peuple vulnérable historiquement marginalisé. Vous voyez, dans le système de l'Union africaine, on parle de peuples historiquement vulnérables, historiquement marginalisés, et de critères d'auto-identification. Voilà, c'est les critères principaux. Il y a eu, en 2007, au moment où il y avait la déclaration arrivait à un vote à l'Assemblée générale, il y a eu donc ce contre-feu, cette tentative de blocage des 4 pays dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait qu'il y a eu énormément de réunions qui ont été faites avec des experts africains, des avocats à Banjul ou aux États-Unis, pour préciser la position de l'Union africaine, et finalement, l'ensemble de l'Afrique a voté pour ces déclarations, donc j'ai dit à part le Maroc qui était absent.
dans tous les États d'Afrique de l'Ouest, les États d'Afrique centrale, les Pygmées, les États d'Afrique de l'Est, à part le Kenya qui s'est retenu, et l'ensemble des États d'Afrique australe. Là, c'est plutôt les San, les Bushmen. Donc la Commission africaine des droits de l'homme est totalement impliquée aussi dans ce processus, ce mouvement mondial des peuples autochtones. Elle continue à gérer un groupe de travail. Il y a des missions qui sont faites par les experts africains dans un certain nombre de pays. Je crois qu'il y a une mission au Maroc il y a quelques années. Bon, il y a des pays où il n'y a plus de mission, parce que la Libye, en ce moment, c'est pas tellement possible de faire des missions, ou en République centrafricaine, c'est un peu compliqué. Il quand même, il se passe beaucoup de choses qui troublent complètement, disons, cette question du droit des peuples autochtones. Je pense qu'il se passe au Sahel, bon, qui fait que c'est loin d'être calme. Mais il y a eu là aussi des plaintes qui sont remontées à la Commission et à la Cour africaine des droits de l'homme, qui siège à Banjul, en particulier 2 cas de peuples au Kenya qui avaient été spoliés de leur territoire et qui ont obtenu, après une démarche longue aussi, de pouvoir revenir sur les terres où ils avaient été évacués pour des raisons de création de parcs naturels. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'était la conception où on crée une aire protégée, et comme on crée une aire protégée, on dit, bah, c'est pour les animaux, alors les autres, vous dégagez. Hein. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir une coexistence entre les hommes et les animaux, alors que de tout temps, il y a eu coexistence. D'ailleurs, si on crée une aire protégée, c'est que la nature est relativement intacte, et c'était une nature où circulaient des gens. Donc, pourquoi les sortir? Bon, c'est une conception qui a prévalu aussi quand les premiers parcs d'air protégée ont été créés aux États-Unis, puis au XIXe siècle, hein, où les grands parcs américains du nord de Yellowstone ou Yosemite, les premiers gens qui faisaient ça disaient, bon, il faut sortir les Indiens, hein, donc c'est uniquement pour les animaux. Bon. Il y a eu donc pendant toutes les années 60-70 tout un contre-feu qui a été mené par les ONG qui défendent le droit des peuples autochtones pour dire non, on ne peut pas admettre ça. Alors, une action qui a été menée contre le WWF, contre l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc un lobbying qui aboutit à ce que maintenant le WWF et l'Union internationale pour la conservation admettent que dans les parcs, on puisse avoir des activités traditionnelles de chasse-cueillette ou éventuellement de pastoralisme nomade et transhumant. Bon, voilà. Bon. Donc il y a eu des procès qui ont été gagnés au niveau de la commission et de la commission puis la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il y a un autre procès très célèbre en Afrique du Sud avec les Nama. Bon, donc le dispositif existe au niveau de l'Afrique, on peut déposer des plaintes, ça se fait, il faut avoir des avocats, il faut avoir un projet, disons un procès, enfin un sujet très précis, hein, il faut avoir épuisé toutes les possibilités de recours au niveau de l'État lui-même, hein, et passer ensuite, on passe s'il faut, on passe au niveau international. Bon, pour terminer sur les organisations régionales, bon, en ce qui concerne l'Asie, je ne peux pas trop en parler, parce que l'Asie, c'est énorme, c'est quand même là où il y a le plus de peuples autochtones, 19 États sur les 46, mais enfin dans les 19 États, vous avez un État comme l'Inde, où en Inde, il y a les Adivasi, où les populations tribales, c'est près de 80 millions de gens sur 1,2 milliard d'Ariens. Donc la Chine, bon, la Chine c'est une majorité de Han évidemment, des Chinois, mais il y a aussi des Tibétains, il y a des Ouïghours, il y a des Mongols, et puis tous les peuples qui sont au sud de la Chine, qui sont pas sinisés, et qui veulent maintenir aussi leur culture, etc. Bon. Et puis il y a tout le paquet des peuples qui sont en Asie du Sud-Est, dans les 9 États d'Asie du Sud-Est, Birmanie, Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Philippines, Indonésie. 100 millions de personnes, 100 millions. Ils ne sont pas ni Vietnam, ni Thaï, ni Kin, c'est-à-dire vietnamien, ni Malais, ni Javanais. Bon, ils sont d'ailleurs, en Birmanie, l'État birman contrôle le centre de la Birmanie, sur toutes les marges, c'est la guérilla. La guérilla, les Birmans ne se débrouillent pas très bien, ils n'arrivent pas à régler le problème des guérillas périphériques. Et la Birmanie est un État faible parce qu'elle n'arrive pas à contrôler, à réunir dans l'État birman toutes ces minorités. Hein, bon, c'est un peu peut-être un peu brutal comme c'est l'armée. Bon, voilà.
Je n'ai pas parlé du Pacifique. Le Pacifique, il y a 3 paquets. Il y a les aborigènes. Ça a beaucoup progressé, le droit des peuples aborigènes a beaucoup progressé parce que, bon, on a reconnu, l'État australien a reconnu, a fait des excuses sur la façon dont on allait traiter les aborigènes quand les Anglais sont arrivés, les choses malencontreuses qui ont été faites contre les aborigènes. Il y a tout le monde mélanésien, et ça, nous, en tant que Français, on est concernés par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Hein. Bon, il y a eu la révolte des Kanaks il y a 20 ans, qui aboutit à un mouvement Chibaouf, à la révolte des Kanaks, qui aboutit à des accords de Matignon puis de Nouméa, et puis on vient d'avoir un référendum sur le devenir de la Nouvelle-Calédonie, bon, et puis avec des droits renforcés pour les Kanaks. Donc nous, on est concernés par ça. Mais il y a aussi la Papouasie. Je ne peux pas m'étendre sur la Papouasie, mais la situation est un peu désastreuse en Papouasie, contre les Papous. Et puis il y a tout le monde maori, c'est-à-dire tout le monde des grands navigateurs, depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à Hawaï, l'île de Pâques et au centre, la Polynésie française, où c'est une autre culture, et nous on est aussi concernés par ça, et les Maoris sont très présents dans les organisations internationales. Bon. Troisième sujet, les États. Alors donc j'ai dit, il y a actuellement 70 États dans ce mouvement, concernés par ce mouvement. Il pourrait y en avoir plus. Par exemple, les États d'Asie centrale sont présents, dans le Moyen-Orient, il n'y a rien, enfin, sauf un cas, les Bédouins qui sont dans le Negev, en Israël. Hein, Israël fait tout pour qu'on ne sache pas qu'il y a des Bédouins qui sont dans le Negev. Hein, donc il n'y a aucune information sur les cartes en Israël qu'il y a des villages bédouins en Israël. Bon, c'est une chose sur laquelle les Bédouins luttent en disant on est là, on est là. Bon, donc il y a 70 États, et ce qu'il y a à dire, c'est que du fait de la montée de cette question au sein du système des Nations Unies, maintenant, la question du droit des peuples, l'existence de ces peuples, leurs droits associés, fait vraiment partie des agendas des États. Hein. Ils savent, ils ont ça politiquement dans leur agenda, ils sont interpellés par les organisations internationales, ils sont surveillés d'une certaine façon, et il faut qu'ils s'en occupent. Bon, alors il y en a qui s'en occupent, il y en a qui s'en occupent pas. Enfin, bon, il y a en particulier un phénomène, c'est qu'il y a des États qui émettent beaucoup de textes en faveur des droits des peuples autochtones. Mais entre les textes qui ont été rédigés dans la capitale, etc., et la réalité, l'application du texte localement, il peut y avoir un gouffre, peut-être certains disent un abîme, entre les textes qui sont très beaux, qui sont présentés au niveau des organisations internationales en regardant, on a des textes, etc., et sur le terrain, il ne se passe rien. Hein, donc c'est l'abîme entre les textes et leur application. Par exemple, la Russie est très forte sur ce sujet-là. Il y a énormément de textes faits par la Fédération de Russie. Sur le terrain, c'est une réalité qui est malheureusement assez différente. Il y a une chose importante aussi sur les États, c'est que les instituts nationaux de droits de l'homme, bon, les commissions nationales des droits de l'homme, il y en a partout, hein, prennent de plus en plus en compte la réalité des peuples autochtones. C'est devenu un sujet qu'elles traitent de plus en plus, et le mécanisme d'expertise qui siège à Genève a un rôle de coordination de toutes ces organisations, des instituts nationaux des droits de l'homme, pour les faire échanger entre elles, et partager leur expérience, leur best practice pour parler français, hein, voilà, leur best practice pour parler français. Bon. Donc en Afrique, donc en Amérique latine, oui, par rapport aux États. Donc d'abord l'Amérique latine a modifié les constitutions depuis les années 80-90. Elle a inclus dans les constitutions ce qu'on appelle le multiculturalisme, c'est-à-dire le fait de reconnaître que dans chaque État, il y a plusieurs cultures, en particulier la culture indienne. Hein. Donc c'est inscrit dans les constitutions. Donc, multiculturalisme. La réalité indienne est omniprésente. Un pays comme le Guatemala, les Indiens sont majoritaires, même s'ils ne sont pas au pouvoir. Hein. Une espèce d'apartheid. Il n'y a pas de Guatémaltèque ici, je peux y aller. Hein. Il y a un écart entre les experts et les représentants du Guatemala qui viennent aux Nations Unies,
font des grands moulinets en disant on s'occupe de tout ça. Mais il y a énormément d'assassinats en Amérique latine contre les dealers autochtones. Hein, c'est un phénomène. Alors, certains disent, bon, ça veut dire que la question a vraiment émergé et donc les intérêts qui sont contradictoires prennent peur et puis finalement, quand ils prennent peur, ils tuent les gens. C'est pas dire que c'est très positif, mais ça veut dire que c'est devenu... donc il y a maintenant une question de la défense des leaders qui défendent les droits des peuples autochtones et de l'environnement. D'ailleurs, souvent, la défense des droits des peuples autochtones et celle de l'environnement, c'est la même cause. Hein, parce que les peuples, ils sont sur des ensembles environnementaux qu'ils exploitent à leur façon et qu'ils veulent défendre. Bon, en Afrique, donc j'ai dit qui ça concerne, hein, dans les pays africains. Il y a eu quelques avancées. Alors, la RCA a voté la Convention 169, mais je dois dire que la RCA est un peu bouleversée en ce moment. Le Kenya a reconnu dans sa constitution l'existence de communautés autochtones, hein, parce qu'il y a eu quand même des élections présidentielles successives au Kenya qui sont difficiles à tenir et qui ont déjà pas mal de... La République démocratique a un projet de loi sur les peuples autochtones en discussion, c'est essentiellement la question des pygmées, hein, les pygmées. Bon, on a sorti un bouquin sur les pygmées qui permet de faire le point sur où on en est sur cette question des pygmées. Ça pourrait faire l'objet d'une intervention particulière. Il y a eu plusieurs congrès, ce qu'on appelle les FIPAC, le Forum international des peuples autochtones d'Afrique centrale tenu au Congo, à Ifondo. Bon, il y en a eu encore un autre l'année dernière. Mais il y a une grande agressivité des industries extractives. Ça, c'est un point sur lequel je vais revenir à la fin. Et puis, il y a un grand sujet qui est le conflit qui touche les pasteurs nomades et transhumants. Vous savez que là, malheureusement, avant-hier, il y a eu ce massacre de Peul au Mali, qui fait suite à... Bon là, c'est 160 personnes. Ça atteint maintenant des dimensions vraiment inquiétantes. Bon, il y a eu déjà des massacres dans les deux sens, d'ailleurs, mais bon, il y a une tension autour de, disons, de devenir de cette activité de pastoralisme, du fait de la désertification qui fait qu'ils sont obligés de descendre au sud et donc ils sortent de plus en plus aux sédentaires. Donc avant, ça se passait relativement bien, il y avait des négociations qui se faisaient, il y avait des parcours pastoraux, enfin bon, les choses étaient... Avec la désertification qui les font descendre, la poussée démographique qui se développe, là, qui va être explosive, dans des pays comme le Niger, où il va y avoir de plus en plus de tensions, et puis là-dessus vient s'ajouter le djihadisme, enfin bon, l'exportation du djihad qui vient du Moyen-Orient ou d'ailleurs, et donc c'est très très inquiétant la situation dans cette région. Voilà, c'est ça pour les États. Ensuite, alors quatrième sujet, les ONG autochtones. Alors, il s'est créé dans ce mouvement qui a démarré pour les Nations Unies en 82, mais bien avant, il y avait déjà des organisations autochtones qui s'étaient créées. Au Canada, la première organisation autochtone date de 1944, qui est le National Congress of American Indians, donc l'organisation qui regroupait toutes les communautés, les bandes indiennes des provinces, enfin, au Canada. 1944. Aux États-Unis, il y a l'American Indian Movement qui est regroupé dans les années 60, au moment où il y avait l'affirmation civique des Noirs. En même temps, les Indiens se sont largement exprimés pour dire on est là, on est encore là, on n'a pas disparu, hein, même en dépit d'une sorte de génocide des Indiens pendant la conquête de l'Ouest. Donc, bon, donc là, mais il s'est créé aussi partout des organisations autochtones, de défense des autochtones, et y compris évidemment chez les Amazirs, hein, je ne sais pas, Taminouk, ça date de quand, enfin c'est les années 80, 90, 78. Bon, une émergence et c'est ceux-là qui sont accrédités aux Nations Unies, qui viennent pour s'exprimer. Hein. Le risque, c'est parfois une certaine dispersion, un nombre incroyable d'organisations par État. L'objectif des Nations Unies, parce qu'elles aiment les choses relativement simples à gérer, c'est que quand même se regroupent des organisations sur une organisation de telle par État, hein, pour avoir une... Alors ça suppose, c'est pas évident, ça suppose que les organisations qui peuvent défendre, qui sont parfois dans des biomes, enfin dans des régions différentes, n'ont pas tout à fait les mêmes préoccupations, mais se regroupent pour présenter une vision consolidée de la situation du peuple autochtone du pays. Hein. Ça se fait dans un certain nombre de pays latino-américains, ça se fait pour le Brésil, heureusement, parce qu'avec l'arrivée du nouveau président Bolsonaro, il a intérêt à ce que les Indiens s'organisent, donc on pourra parler du Brésil si vous voulez. Et puis aussi, il s'est créé des coordinations régionales, hein, à IPAC,
pour l'Afrique, Indigenous People African Coordination Committee. Bon, Mohamed Andel n'est pas là, mais bon. En Asie, Asian Indigenous People Pact, qui est une organisation qui est à Chiang Mai en Thaïlande et qui regroupe toutes les ONG de peuples autochtones en Asie. Le Conseil Sami, qui regroupe tous les Samis du nord de la Scandinavie, l'Inuit Circumpolar Conference. Voilà. Mais parfois, il y a des organisations qui se regroupent en une seule organisation, comme par exemple la COICA, la coordination des peuples indigènes de la forêt amazonienne, et puis à un moment donné, il y a des dissensions entre leaders, et puis ça éclate en deux. Bon, il y a deux COICA, c'est pas très bon pour avoir une efficacité de communication à l'extérieur. C'est mieux quand il y a une seule organisation. Après, c'est à l'organisation de s'organiser pour que les leaders aient chacun leur place. Voilà. Bon. Donc, les Nations Unies favoriseront les regroupements d'organisations et les organisations transnationales. Bon. Par exemple, là, je pose la question on a deux congrès, Congrès mondial autochtone, Congrès mondial amazigh, et puis Assemblée mondiale l'ALMA, l'Assemblée de Rachid Raha, et puis de l'autre côté, ça va discuter avec, pour voir comment... Bon. Cinquième point, un point qui n'est peut-être pas directement lié, mais quand même, je voulais faire un point sur les sociétés transnationales. Les sociétés transnationales, les grands groupes qui, alors particulièrement les sociétés minières, enfin extractives. Hein. Donc c'est un acteur très important parce qu'en général c'est celles qui interviennent sur les territoires autochtones. Et donc la question c'est plutôt de les réguler leur intervention. Alors les Nations Unies s'en sont préoccupées et le précédent secrétaire général, qui s'appelait Kofi Annan, avait demandé à un rapporteur spécial, John Ruggie, de faire des propositions en direction des sociétés transnationales, de bonne gouvernance quand elles interviennent sur des territoires traditionnels, autochtones. Et ces fameux, John Ruggie a sorti des principes protéger, respecter et réparer. C'est-à-dire protéger, c'est-à-dire l'État doit s'assurer que la société qui intervient va bien respecter un certain nombre de règles. Respecter, c'est-à-dire là c'est directement aux entreprises, là il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité de l'entreprise, et puis réparer, c'est un devoir de réparation de la part de l'entreprise et de l'État s'il y a eu des mauvais comportements. Donc c'est ce qu'on appelle les principes de Ruggie. La seule chose, c'est que c'est des principes qui sont non contraignants, c'est-à-dire on demande aux sociétés transnationales et aux États de s'assurer que, mais il n'y a pas de sanction si la société, il n'y a pas de sanction. Inversement, quand il y a une société transnationale qui veut investir un projet minier dans un État X ou Y, elle va signer, dans le cadre des accords de libre-échange, elle va signer un projet d'investissement. Et ce projet d'investissement prévoit, mettons, par exemple, si on fait travailler de la main-d'œuvre du pays, il y a un certain niveau de salaire, mettons un SMIC, voilà, ou des normes environnementales X ou Y à respecter. Bon, si l'État ne respecte pas ces règles, c'est-à-dire si par exemple il augmente le SMIC, évidemment pour la société transnationale, ça va mettre en cause son plan de rentabilité, sa rentabilité. Donc l'entreprise peut attaquer l'État. Hein, elle peut l'attaquer. À la Banque mondiale, il y a des tribunaux qui reçoivent ce genre de plainte. Et l'État peut être sanctionné et payer une amende. Bon. Inversement, si une société transnationale qui va faire un projet minier s'est engagée à employer un certain pourcentage de main-d'œuvre locale, mais ne respecte pas ce pourcentage, jusqu'à présent, on ne peut pas l'attaquer. Et l'idée d'un groupe de travail qui a été créé en 2014, c'est de faire en sorte que les sociétés nationales soient soumises à des règles contraignantes. C'est-à-dire que s'ils ne respectent pas les règles, on peut attaquer. Voilà. Donc ça, c'est en cours. Je dois dire que ça a démarré en 2014, c'est difficile, il y a beaucoup de réticence de la part des sociétés qui disent « Oulala, donc, les sociétés apprécient bien de pouvoir attaquer les États si l'État ne respecte pas des règles, mais elles n'apprécient pas de pouvoir être attaquées si elles ne respectent pas des règles. Vous voyez, on est dans des sujets. Donc ça concerne les peuples autochtones parce que ces sociétés interviennent très souvent dans les territoires autochtones. Alors je vais vous donner deux chiffres à retenir.
Les territoires des peuples autochtones, c'est 20%, enfin on pourrait discuter à 21% des terres émergées en surface. 20%. Et sur ces 20%, il y a 90% des ressources extractives non exploitées. Bon. Donc, on a pas mal exploité en dehors des territoires autochtones, mais sur les territoires autochtones, 90% des ressources extractives ne sont pas exploitées. Donc, il y a un enjeu considérable autour de cette territorialité des autochtones. Évidemment, les entreprises qui ont comme business de faire de l'extraction, quel que soit le bois, les mines, le gaz, le pétrole, la géothermie, enfin bon, elles ne vont pas être emmerdées, par rapport à souvent elles traitent les peuples comme des sauvages, des primitifs, qui ne veulent pas de développement, qui veulent rester dans leur pauvreté. Donc il y a un enjeu considérable autour de ce combat, disons, entre le droit de ces peuples et les ambitions des sociétés transnationales, souvent appuyées d'ailleurs par les États, où il y a des intérêts au niveau de l'État qui sont favorables, disons, aux intérêts des sociétés transnationales. Hein. C'est compliqué, hein. C'est de la politique. Hein. Bon. Voilà, bon, enfin l'enjeu est là, donc je dis que c'est la mère des batailles, c'est ça, c'est entre ces sociétés, les États plutôt favorables aux sociétés transnationales et les peuples. Parce que les peuples, si on les dépossède de leur territoire, si on détruit leur territoire, ils sont très très mal. Dernier point, enfin avant-dernier point, les banques. Alors les projets d'investissement sont souvent accompagnés de financement par les banques. La principale banque, c'est la Banque mondiale. Mais il y a des banques régionales, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, la BID. Bon, ces banques financent des projets. Et puis il y a toutes les banques nationales. Donc, chez nous, Crédit Agricole, BNP Paribas. Donc les banques financent les projets. Bon, l'idée c'était de faire conscience aux banques, prendre conscience. Bon, la Banque mondiale avait déjà émis des règles, avait inclus dans ses textes, dans ses principes de fonctionnement, la nécessité de prendre en compte, disons, l'existence des peuples, des autochtones sur les territoires sur lesquels il y a les projets de la banque, financés par la banque. Même chose pour les banques régionales. Mais là, l'idée c'était d'aller plus loin. Et en 2003, l'ONU a organisé à Quito une grande réunion avec les banques, avec la Banque mondiale, les grandes banques régionales et toutes les banques des États, les grandes banques des États, une réflexion collective pour prendre un certain nombre de dispositions en vue d'une gestion saine des problèmes sociaux et environnementaux liés au financement des projets. Problèmes sociaux et environnementaux, les problèmes sociaux, c'est les peuples autochtones. C'est ce qu'on a appelé les principes de l'équateur. Ce qui fait que, fort de ces principes de l'équateur qui ont été reconnus par la communauté internationale, il y a des peuples qui attaquent les banques, qui financent des projets qui ne respectent pas disons, les règles. Et il y a comme ça, alors elle attaque dans les médias, elle attaque devant des juridictions X ou Y, et comme ça, un certain nombre de banques ont retiré leurs billes de tel ou tel projet. Je pense par exemple à des grands barrages sur l'Amazone, comme le barrage de Belo Monte au Brésil, où des banques ont retiré leurs billes parce que les Indiens manifestaient en permanence contre cet énorme barrage qui noyait tout leur territoire. Ça n'a pas empêché que le barrage existe, a été fait, parce que Mme Dilma Rousseff, la présidente, s'est beaucoup battue pour qu'il ait lieu. Et si c'était maintenant avec le nouveau président au Brésil, ce sera encore pire. Bon, dernier truc, les ONG de soutien. Alors les ONG de soutien, c'est toutes les ONG, je dirais, occidentales, en Europe, aux États-Unis, dans le Pacifique, enfin, qui soutiennent cette cause. Soit elles sont spécialisées sur le droit, comme Yves Guia, nous-mêmes, Survival, Cultural Survival, le Forest People Programme qui s'occupe plutôt des peuples, des forêts, la Société de protection des minorités, des peuples, qui est plutôt suisse. Il y a des organisations par région, Amazon Watch pour l'Amazonie, le Chiapas. Alors, le Chiapas, c'est un, je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation de Chiapas, c'est un peuple qui est dans le sud du Mexique et qui a pris quasiment son autonomie par rapport au Mexique. Hein. Ils ont une zone qui gèrent eux-mêmes, les Mexicains les laissent tranquilles pour l'instant, on espère que ça va durer, où ils ont leur système d'école, leur système de santé, voilà, donc, avec le
sous commandant Marcos à l'époque, on a beaucoup parlé de ça. Ils sont en autonomie quasiment à l'intérieur du Mexique. Les Mapuches, les Mapuches c'est un peu très important en Amérique du Sud. Et puis les grandes organisations de droits humains comme Amnesty, comme la Fédération internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch, intègrent de plus en plus des problématiques peuples autochtones dans leurs publications, dans leurs actions. Et enfin, il y a pas mal d'organisations environnementales qui aussi intègrent maintenant non seulement l'environnement, mais aussi la préoccupation du peuple concerné, le World Rainforest Movement, Greenpeace, WWF. Oui. Bon, pour terminer, et peut-être avant les questions si vous en avez, j'aurais six conclusions. Premièrement, grande visibilité acquise par les peuples autochtones et leurs droits au niveau international et au niveau régional d'ailleurs, et fort engagement de la communauté onusienne. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, et la situation n'est pas bonne en ce moment, l'ONU est rentrée dans ce mécanisme et ne va pas abandonner les choses, même si ça va être difficile. Deuxièmement, le droit des peuples autochtones est dans l'agenda des États, les 70 États. Alors, il y a des États qui s'en fichent, mais bon, ça fait rien, ils sont quand même suivis, on les connaît. Ça a permis d'ouvrir un espace politique aux leaders autochtones. C'est-à-dire, le fait qu'ils soient passés par l'ONU, ça les a confortés dans un discours de droit articulé, un discours de droit articulé. Ils peuvent négocier avec les autorités de l'État, les ministres, dans un discours diplomatique et de bonne loi, mais ne lâchant rien sur les progrès à effectuer en ce qui concerne leurs droits. Troisièmement, auto-affirmation des peuples, renforcée, combativité des autochtones, mais augmentation des violences, en particulier contre les leaders. Je diffuse régulièrement une lettre d'information et malheureusement, je vais être obligé de faire état d'assassinats de leaders. En général, c'est les meilleurs, évidemment, qui sont liquidés. Quatrièmement, ce que je vous ai déjà dit, écart important entre les textes officiels et la réalité sur le terrain. Donc on a parlé de l'abîme au gouffre. Hein. Bon, ça c'est un sujet, il ne faut pas se laisser tromper par les États qui mettent en avant. La mer des batailles, je vous ai dit, c'est le conflit avec les territoires. Je sais bien qu'il y a d'autres batailles sur les langues aussi, mais s'il n'y a pas de territoire, le problème des langues. Et puis recul dans un certain nombre de pays. Là, on vit une période où bon, il y a la montée des démocratures, donc les régimes autoritaires, les populismes, la remise en question du multiculturalisme, du multilatéralisme, pardon, en particulier de la part des États-Unis, de M. Trump. Il s'est retiré du climat. Il a annoncé que dans les aires protégées, ce qu'on appelle les monuments nationaux aux États-Unis, qui sont des lieux superbes, en particulier dans l'Ouest américain, s'il y avait de l'uranium, on allait exploiter l'uranium sans problème. Hein. Pas parce que c'est un monument national qu'on ne va pas envoyer des industries extractives pour exploiter l'uranium dans ces aires, Bon, donc on vit ça, et on vit l'arrivée de M. Bolsonaro au Brésil, qui va être certainement catastrophique pour le droit des Indiens, mais il s'organise. Il y a eu des militaires, bon, il va falloir organiser un contre-feu au Brésil et sur le plan international pour un peu s'opposer à ces ambitions. Il a dit que un Fazendero, c'est les grands propriétaires terriens. Hein. Moi, je suis allé chez les Guarani, dans le Mato Grosso do Sul, au Paraguay d'ailleurs, pour voir les Guarani. Hein. Les Guarani ont été dépossédés complètement de leur terre. Hein. Et il y a des tentatives des Guarani d'essayer de récupérer des bouts de terre. Hein. Ça s'appelle ça des rotomadas. Donc ils viennent sur le bord des exploitations. Il y a des milliers d'hectares de soja, de canne à sucre. Ils viennent s'implanter, vous voyez, pour prendre quelques dizaines d'hectares. Hein. Les propriétaires terriens, eux, leur disent oh là là, ils veulent prendre leur propriété. Des milliers d'hectares d'un côté, une dizaine d'hectares de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des paramilitaires, des hommes à la main des propriétaires terriens, qui viennent la nuit pour tirer sur. Vous voyez, et Bolsonaro a dit je leur donnerai des fusils et des carabines hein, pour tirer sur ce qu'il appelle les sauvages. Bon, c'est très inquiétant. Bon, c'est la violence. Donc c'est un combat qui a pris de l'importance, qui ne sera jamais terminé évidemment. Et l'important c'est qu'il soit structuré, parce que pour ça il faut.
c'est cumulatif, quand il y a quelque chose qui a réussi quelque part, on appelle ça une best practice, on regarde comment ça s'est passé et on essaye d'en tirer leçon pour que ça se déploie dans d'autres secteurs. Je fais un parallèle avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948, 70 ans après, on est loin d'avoir respecté la Déclaration universelle des droits de l'homme partout. Ce sera un peu comme ça pour le droit des peuples autochtones, mais on peut espérer aller peut-être un peu plus vite. Voilà. Alors peut-être on va faire les questions. De toute façon, je diffuse une lettre. Enfin, alors nous, on est quoi? On est une ONG française. On a un réseau de chercheurs. Alors ethnologues, anthropologues, géographes, ethno-historiens, militants, mais voilà, des militants, dans l'Arctique, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Pacifique et Afrique. Et en Afrique, pour les Amazirs, bon, il y a Tassit Nefali, il y a Yassi là, il y a Mohamed Abdel, il y a Bekassel Lounès, enfin on a dans notre réseau des chercheurs ou des militants voilà, qui fréquentent le système des Nations Unies et qui sont militants structurés, ça nous donne du poids et ça permet d'avoir des informations validées par ces gens-là. On sert de relais, on diffuse leur information. Donc j'ai un site www.gitpr.org et ceux qui s'intéressent, je vais laisser une feuille, vous pouvez mettre votre nom, prénom et votre adresse mail et je vous enverrai les lettres électroniques que nous faisons. Voilà, je vous remercie. Alors je ne sais pas s'il y a tout le temps de questions. Donc merci cher Patrick pour En fait ça ne marchait pas. On m'a entendu. Donc je disais merci pour ce beau panorama, parce que c'est vrai, hein, pour nous autres néophytes, et je pense d'autant plus au jeune public, ça relève plutôt d'une espèce de curiosité, tout ça, qui a un aspect exotique, d'autant plus que ce qui rajoute à la complexité justement de tout ça, c'est la promiscuité babylonienne, si je puis me dire, par rapport à ces questionnements d'Autochtones. Je suis sûr que dans le public, l'Autochtone ne relève pas réellement de repères particuliers. Donc d'autant plus que vous avez un extraordinaire talent de conteur, donc vous avez réussi à nous promener un peu dans le monde et avoir plus ou moins une cartographie des peuplements, d'autant plus que nous-mêmes, nous vivons de façon ou d'une autre ces problèmes. En parlant de nomadisme, dernièrement, justement, on a eu quelques conflits dans le sud du pays par rapport au nomadisme, par rapport aux pasteurs nomades, par rapport au territoire. Donc, parce que c'est toujours une question de conflit, de défense de territoire. Heureusement qu'il y a des ONG comme la vôtre, entre autres, qui permettent à ces peuples de faire entendre leur voix dans les hautes instances, parce que finalement, si vous ne réussissez pas à arriver vers ces hautes instances, en l'occurrence les Nations Unies, ça va être particulièrement compliqué.